Je suis très heureuse ce soir de remettre le trophée du directoire de l'intérêt général au groupe SOS et à son président Jean-Marc Borello. Le groupe SOS, ce n'est pas une entreprise ou un groupe classique. On vient de voir de très beaux exemples de l'industrie et du luxe français, par exemple. Ce n'est pas une entreprise ni un groupe classique avec un capital, des actionnaires, un objectif de rentabilité élevé et des dividendes à verser. Son modèle est différent. C'est la première entreprise sociale d'Europe. Un groupe associatif de 22 000 employés, 16 000 bénévoles qui s'engagent et qui militent dans près de 50 pays dans le monde. C'est au départ une histoire personnelle, celle de Jean-Marc Borello, qui embrasse à 19 ans le métier d'éducateur, éducateur auprès de jeunes délinquants, puis rejoint la mission interministérielle de lutte contre la drogue, créée par le gouvernement Mauroy en 1981. 2 ans plus tard, il crée une association d'aide aux toxicomanes. Tout en conservant des activités bénévoles dans ce qui deviendra plus tard le groupe SOS, il découvre l'entreprise classique en 1987 et dirige un groupe de PME pendant 10 ans. Ensuite, il se consacre à plein temps au groupe SOS, dont il avait créé les premières associations quelques années plus tôt. Aujourd'hui, le groupe SOS, c'est un groupement associatif, donc, représentant plus de 750 associations, entreprises sociales et établissements. Tous agissent pour le bien de 2 millions de bénéficiaires, pour un chiffre d'activité qui sera cette année d'1,5 milliard, avec une croissance de 15-20% par an, à la fois interne et externe. Donc le groupe a de très nombreuses ramifications, 750 entités quand même différentes, et il est organisé en 8 associations mères qui représentent chacune un secteur d'activité différent. Il y a la solidarité, la jeunesse, les seniors, la santé, la transition écologique et l'action territoriale, le commerce et les services, la culture, l'action internationale. C'est extrêmement varié. En France, ce sont par exemple, et je vais être très loin d'être exhaustive, c'est 70 EHPAD, 14 hôpitaux, 10 000 places d'hébergement d'urgence pour les publics vulnérables, comme les sans-abri, les personnes en situation de handicap, les toxicomanes, les migrants, les femmes victimes de violences. Ce sont aussi des lieux d'accueil pour les enfants et les jeunes, des dispositifs de retour à l'emploi. Ce sont aussi des entreprises d'insertion, et là j'ai eu la surprise de découvrir parmi elles le traiteur T, qui est un traiteur de luxe, parrainé par Thierry Marx. Le pavillon Élysée-T, d'ailleurs, sur les Champs-Élysées, c'est le groupe SOS. Et si vous êtes déjà peut-être comme moi entré dans un magasin Altermundi, une boutique Altermundi à Paris, c'est l'un des réseaux de commerce équitable et circuit court du groupe SOS. Donc, à travers toutes ces activités, le groupe SOS s'est doté d'un objectif clair: être au service des plus vulnérables, des générations futures et des territoires, avec des prestations de qualité pour tous. Alors, la gouvernance d'un tel groupe complexe, la gouvernance, elle est à l'image de son organisation et de ses activités. Elle est collégiale, elle est vertueuse. Elle est pensée au plus près des expertises métiers. Elle organise la remontée du terrain. Les 8 associations mères ont chacune leur conseil d'administration, mais envoient 2 représentants au conseil d'administration de l'Union Groupe, ce qui permet la circulation des infos, on en a parlé des informations, on en parle depuis le début de la soirée, et la collégialité. Le directoire qui assume la direction exécutive du groupe, lui, il est le reflet de ce conseil d'administration. Ses membres ont des trajectoires professionnelles très diverses, ils sont tous issus des secteurs d'activité du groupe, ils sont experts reconnus de ces activités, et évidemment, ça accroît la pertinence et la collégialité du directoire. Et enfin, la marque employeur du groupe, Entreprendre au profit de tous, met en valeur les métiers essentiels du social et du médico-social. Donc ces trophées 2023, on les a placés sous le signe de l'engagement. C'est un thème qui m'est particulièrement cher. Moi, je viens de la Mutuelle Générale. C'est un acteur, comme le groupe SOS, de l'économie sociale et solidaire. Le groupe SOS incarne pleinement, justement, l'esprit de solidarité et d'engagement. C'est une preuve vivante
que l'entrepreneuriat social peut changer des vies et contribuer à un monde meilleur. Alors merci aux dirigeants du groupe SOS, merci à son directoire, merci à ses conseils d'administration et à travers eux à tous les salariés et les bénévoles du groupe. Ils travaillent à être utiles et ils sont tous animés d'une même passion pour le bien commun. Donc pour toutes ces raisons, je suis fière, très fière aujourd'hui de récompenser au nom de la Mutuelle Générale et pour RHIM du trophée du directoire de l'intérêt général, le groupe SOS, Jean-Marc Borrello, son président, et l'ensemble du directoire. Monsieur Borrello. Bravo, cher Jean-Marc Borrello. L'intérêt général, c'est pas du luxe, hein. C'est vraiment, en tout cas, c'est vraiment quelque chose qui est consubstantiel à ce qu'est votre itinéraire. Et quand on parle d'intérêt général, en tout cas vous, et pas seulement vous, l'opposez effectivement à des entreprises et au profit financier. Est-ce que cette différence est absolument fondamentale? Est-ce qu'il y a des choses que vous faites et des choses que vous ne faites pas, justement, parce que vous êtes dicté par l'intérêt général? Bonjour à toutes et tous et merci à Mutuelle Générale. Il y a des choses qu'on n'a pas encore imaginé faire parce que d'autres le font très bien. Et le luxe, par exemple, n'est absolument pas... D'ailleurs, le traiteur thé, dont le chef est Thierry Marx, est un traiteur de luxe. Et certains de nos lieux réceptifs, comme le pavillon Élysée sur les Champs-Élysées, sont des lieux de luxe. Et le luxe n'est pas une insulte à la pauvreté, c'est une insulte à la médiocrité. C'est Thierry Marx, c'est pas de moi. Et donc, on ferait avec bonheur du luxe, parce que le luxe, ça peut être aussi d'intérêt général, entre autres grâce au talent de ceux qui en sont les auteurs et de ceux qui le commercialisent. Donc, c'est un hommage de l'intérêt général au luxe, parce que le luxe en fait partie. Mais il y a des chefs d'entreprise, moi je pense à Antoine Frérot, qui a été longtemps le président de l'Institut de l'entreprise, qui dit « mais l'entreprise est d'intérêt général ». Est-ce que vous acceptez cela ou est-ce qu'il y a un biais quand il nous dit ça? Antoine est un copain et je suis membre de l'Institut de l'entreprise, donc évidemment que l'entreprise est d'intérêt général. La question, c'est comment mesure-t-on l'impact d'une entreprise? J'ai souvent dit, et je me suis fait quelques amis, que les statuts ne faisaient pas la vertu. Je ne crois pas que par principe, les statuts associatifs, coopératifs, mutualistes ou fondations étaient par statut des structures d'intérêt général et que les entreprises classiques avec deux capitaux étaient forcément composées d'un ramassis de capitalistes au corps spongieux, gorgé du sang des travailleurs. Pardon, c'est une référence historique. Donc, ce qui est important, c'est comment mesure-t-on les impacts de telle et telle entreprise. Et Augustin parlait tout à l'heure des objectifs qui doivent être concomitants. Nous, on a toujours considéré que nous avions une responsabilité économique, parce que 24 ou 25 000 salariés, c'est une responsabilité économique, surtout quand on double de taille tous les 5 ans depuis presque 40 ans, en ce qui me concerne. Et à la fois une responsabilité sociale, parce qu'une entreprise, c'est essentiellement des salariés, de la richesse humaine, alors quand en plus il n'y a pas de capital, la seule richesse, c'est la composition des équipes, et évidemment une responsabilité environnementale, et que ce sont cette boussole qui indique simultanément 3 pôles qu'il faut réussir à suivre, en sachant qu'on est forcément très bon sur aucun des 3, mais on essaie d'être le plus convenable possible sur chacun des objectifs. Alors avec les salariés précisément, ces 24-25 000 salariés de SOS, est-ce qu'effectivement on gère des salariés différemment quand la raison d'être de l'entreprise, c'est entreprendre au profit de tous? Oui, on les gère différemment depuis longtemps, et ça peut-être c'est une spécificité de cet univers, c'est-à-dire que nous avons l'avantage depuis toujours d'attirer des salariés qui sont engagés. Et à l'origine, les travailleurs sociaux, médecins, infirmiers, on ne devient pas infirmier ou infirmière, éducateur de jeunes enfants, où on ne se spécialise pas sur la prise en charge de personnes handicapées, s'il n'y a pas un projet autre que celui de gagner simplement sa vie. Et objectivement, l'époque nous a donné raison, c'est-à-dire que même si c'est un peu excessif,
Quand on a vu les élèves des grandes écoles très récemment expliquer à la remise des diplômes que bien qu'étant ingénieurs, école, HEC, etc., ils ne souhaitaient pas rejoindre un certain nombre d'entreprises parce qu'ils considéraient que l'impact de celles-ci n'était pas au niveau. Alors, c'est l'enthousiasme de la jeunesse pour partie, mais objectivement, nous accueillons de plus en plus souvent des jeunes filles et des jeunes gens extrêmement diplômés. Ingénieurs, grande école de commerce, grande école internationale, quelques énarques aussi, avec bonheur, qui rejoignent la maison SOS après avoir œuvré dans l'administration, mais qui ont envie d'un impact, alors un peu plus rapide, pardon pour l'ENA, c'est-à-dire pour ceux qui ont eu des politiques publiques qui considéraient que c'est très noble de servir l'intérêt général pour le compte de l'État. J'ai moi-même été fonctionnaire pendant 10 ans, mais que quelquefois, ça met un peu de temps quant à la mise en œuvre des politiques publiques, même quand elles sont intelligentes. L'avantage de l'entreprise, c'est qu'on prend des risques, on met en œuvre, on corrige, et donc il y a une agilité qui est sans doute un peu spécifique à l'entreprise et que j'aimerais que les pouvoirs publics puissent adopter, mais c'est pas toujours, c'est très facile. Donc, objectivement, venez chez nous, travaillez plus et gagnez moins, ça marche très bien. Et donc, objectivement, quand on voit la manière dont ça se passe, si on prend l'une de vos associations, la Catherine Isabelle Leroy évoquait tout à l'heure, effectivement, par exemple, les maisons pour anciens, les EHPAD. Donc, il y a des EHPAD associatifs chez vous, il y a des EHPAD qui dépendent, par exemple, de la Caisse des dépôts, il y a des maisons de retraite privées. Qu'est-ce que ça fait comme différence dans la manière dont on gère nos plus anciens selon le statut qu'on a? Non, aucune. Si on n'adopte pas de modèle différent. Ce n'est pas le statut qui fait la différence, c'est le modèle qu'on a choisi d'adopter. En ce qui concerne, donc nous gérons des établissements parmi lesquels des EHPAD, mais des résidences retraites et toute une série de dispositifs. La particularité du point de vue économique, c'est que nous avons mis en place un truc qui est pourtant très simple, qui est un surloyer solidaire. C'est-à-dire que nous souhaitons, comme sur l'ensemble de nos services, offrir des services de qualité à tous. Il n'est pas question de se spécialiser pour les pauvres. Parce que d'abord, quand on fait de la médecine pour pauvres, ça devient de la médecine pauvre, car nos hôpitaux gèrent des services d'urgence ou des maternités, ils offrent des services aux gens qui habitent la région ou qui ont un accident à proximité de l'hôpital. Donc pour les établissements pour personnes âgées, on a très simplement une partie des personnes qui sont ce qu'on appelle à l'aide sociale, c'est-à-dire ceux qui n'ont aucun moyen et pour lesquels les pouvoirs publics prennent en charge l'hébergement. Et puis pour les autres, ils payent pour les mêmes prestations des prix différents. Sur loyer solidaire, ça existe depuis très longtemps dans le monde HLM, dans le monde du logement. Et donc, il y a un surloyer qui, objectivement, n'est pas du tout du niveau, je crois que c'est entre 2 et 7 euros par jour pour des gens qui ont des revenus supérieurs. Mais ça permet aux établissements du groupe SOS d'avoir à peu près le même type de qualité que les établissements du privé lucratif pour des prix qui sont infiniment moins chers. Alors après, il y a 3 modèles, le public pour à peu près un tiers, le public, le privé lucratif et le privé non lucratif, ce qui est le cas du groupe SOS. Alors, je ne ferai pas de commentaires désagréables parce que ce n'est pas très élégant en ce moment, mais le privé lucratif, en ce qui concerne la gestion des EHPAD, a démontré, pour le coup, ses limites, sauf erreur. Pour ne pas citer ni Orpea ni Corian, ce que je ne ferai pas, mais au moment où on nous dit que certains sont face à un mur de dette, nous considérons que nous sommes face à un mur d'opportunité. Et donc nous avons bien l'intention de développer des dispositifs qui d'ailleurs sont aussi des innovations. On fait de la location intergénérationnelle dans les zones tendues à Paris. Plusieurs centaines de personnes disposant d'un appartement plus grand parce que les enfants sont partis et qu'on n'a pas changé d'appart, accueillent chez elles un étudiant qui, lui, a du mal à se loger compte tenu des prix. Et pour finir, une personne âgée qui a un grand appart et qui accueille un étudiant qui peut faire des études avec en contrepartie un loyer qui est quasi symbolique, ça rend service aux deux. Et ça, c'est de l'innovation sociale qui existe en plus des innovations technologiques. Des associations, ça se dirige différemment que des entreprises?
Je crois qu'il faut se méfier dans les deux cas des dirigeants, et en particulier des fondateurs, qui sont la race parmi les dirigeants, sans doute, dont il faut se débarrasser au plus tôt. Mais objectivement, il faut accepter d'être... alors, je crois qu'il faut accepter d'être radicalement raisonnable. Alors, il faut être radical dans les objectifs, que ce soit en matière de transition écologique, que ce soit en matière... Alors, non seulement il n'y a pas d'actionnaire, mais nous avons décidé... Alors le nous est un peu de majesté, pardon, historiquement, parce que je l'ai mis en place il y a 40 ans, donc les autres n'étaient pas là, donc je l'ai décidé tout seul, et puis c'est devenu une réalité, que l'écart de salaire maximum serait de 1 à 15. Donc non seulement il n'y a pas d'actionnaire, mais en plus l'écart des salaires sur l'ensemble de la chaîne hiérarchique, partant du SMIC, pas du salaire médian, va de 1 à 15. On dirige assez bien cette maison, même si les hauts salaires, en particulier les médecins et les chefs de service en chirurgie, frôlent pas mal le 15, mais en tout cas la maison peut fonctionner. Donc il y a une ambition radicale qui est de dire qu'on peut faire dans des conditions économiques originales, et ensuite il faut être raisonnable, parce que la réalité c'est qu'une entreprise c'est pivoter sans arrêt et changer de dispositif quand on a des ambitions un peu originales que tu connais aussi, qui vont de ce qu'on vient de dire à gérer des bistrots au fin fond de la campagne française. La ruralité. Oui. Augustin. Oui, alors je me suis aperçu que j'avais les mêmes questions que toi, mais sous un angle différent. Première question, quand tu décides de faire une activité, quel est le critère pour faire une association, une mutuelle, une société anonyme, etc. Parce qu'après tout, à partir de zéro, voilà. Première question. Deuxième question, je vais être un peu plus brutal que Vincent Beaufils. Comment est-ce qu'on fait pour mesurer la performance, stimuler la performance dans une entreprise non-profit ? Comment fait-on pour intéresser les salariés aux résultats de l'entreprise et pour avoir le même type d'incentive que dans une société anonyme, dans une assoce ? Non, pour la première question, c'est essentiellement une décision pragmatique on choisit l'outil juridique en fonction de l'objectif. Si on veut gérer un traiteur de luxe avec Thierry Marx comme patron, même si c'est une entreprise d'insertion et qu'on l'écrit nulle part, c'est évidemment une société anonyme qui paie des impôts, qui paie la TVA, qui est devenue il y a très peu de temps le 5e traiteur parisien dans les traiteurs de luxe. Donc au départ, on amuse toujours les gens, on a toujours un accueil assez sympathique les premières années en disant c'est sympa, font de l'insertion. Et puis quand tu commences à gagner les marchés contre tes camarades classiques, bon, il continue à être sympathique, mais enfin, on sent bien que, voilà, on est le 5e traiteur de luxe parisien, même avec une entreprise d'insertion et grâce, entre autres, à Thierry. Donc, on choisit le statut qui va pour l'immobilier. On a choisi une coopérative immobilière parce que, comme on n'a pas de capital, on a trouvé que c'était utile d'être propriétaire de tout l'immobilier. Bon, ça, c'est un petit côté un peu paradoxal, c'est-à-dire que, contrairement à tous nos concurrents privés lucratifs, nous sommes propriétaires de tous les murs, de tous nos hôpitaux, de tous nos EHPAD, de tous nos dispositifs, ce qui évidemment évite de se retrouver dans le fameux du mur de dette, parce que nous, les dettes, on les a remboursées. Donc on a plutôt aujourd'hui une certaine sécurité avec ce chiffre d'affaires qui est d'1,5 milliard et à défaut de capital, d'avoir la totalité des murs qui sont notre propriété. Donc ça, objectivement, c'est vraiment le sujet de départ. La mesure, tu as raison, c'est le plus difficile. Donc on sait tous mesurer, après la bataille annuelle avec nos commissaires aux comptes, les résultats économiques. On dispose à peu près d'éléments. Objectivement, sur les aspects de transition écologique et d'impact, on commence à avoir toute une série de start-up, y compris de qualité, qui sont capables de mesurer l'impact de l'entreprise sur son environnement. On est un peu moins bon, paradoxalement, sur l'impact social. C'est-à-dire que ce n'est pas si évident de mesurer. Alors, les camarades patrons ont tendance à dire on crée de l'emploi, donc on est utile. Ça dépend un petit peu de quel type d'emploi, ça dépend un petit peu de quel type de salaire, ça dépend un petit peu quel type de formation on offre à ses salariés. Mais c'est un premier pas, en sachant que quand les salariés commencent à faire défaut, c'est là qu'il faut prouver qu'on est vraiment utile, parce que pour qu'ils viennent, il faut faire un peu plus que leur verser un salaire, sinon ils ne viennent plus. Mais objectivement, on a créé un impact, tu y as participé, on fait chaque année un sommet de la mesure d'impact. Donc l'année dernière,
à l'Assemblée nationale. Cette année, on sera au CESE en avril, où chercheurs, entreprises classiques et entreprises sociales mesurent les impacts de l'entreprise avec bon, il faut que les chercheurs, il faut un peu bousculer les chercheurs parce qu'ils mettent 2 ans avant de publier, donc on leur a expliqué qu'il y avait un temps qui n'était pas tout à fait celui-là. Les entreprises classiques leur expliquaient qu'ils ne peuvent pas mesurer que là où ils sont bons, parce que c'est sympa pour le bilan RSE, mais c'est pas très sérieux, il faut un peu prendre les autres. Donc on travaille sur l'évaluation de l'impact et on va à nouveau, en mois d'avril, réunir 3 ou 4 000 personnes au CESE pour mesurer les impacts des différentes entreprises. Mais c'est un chantier et on ne parle pas de l'aspect européen qui est en train d'arriver puisque les critères vont être complexes. Alors, on ne va pas rentrer dans ça parce que ça va être très techno. Une dernière question et une curiosité avec ce directoire de l'intérêt général et avec son président qui a un statut un petit peu particulier parce qu'on a appris que dans ce directoire, si un jour il t'arrivait de décider de partir, ce qui est compliqué pour un fondateur, il faut se méfier des fondateurs, il nous a-t-il dit, eh bien, Jean-Marc Borrello ne sera pas remplacé. Ça, c'est quelque chose d'assez étonnant. Pourquoi ? Parce que personne ne peut te remplacer. C'est ça. En fait, oui. En réalité, les statuts, on a effectivement prévu dans les statuts le fait que aujourd'hui, les statuts prévoient que le groupe sera dirigé par un collectif qui votera avec chaque membre de ce collège qui a des responsabilités bien spécifiques sur son cœur de métier. Une intervention des métiers transversaux, parce qu'on peut être très bon, mais il vaut mieux que le financier et que le RH vérifie et le juriste, que même si on est très bon pour gérer des hôpitaux, on ne fait pas d'ânerie. Donc, des responsabilités qui sont cumulées, et tout ce qui engage le groupe de manière globale, il y aura un vote au sein de ce collège, et la majorité l'emportera. Alors, pourquoi on a cherché un modèle de remplacement du fondateur, parce que ça arrivera, et on ne choisit pas toujours la date. On peut tomber amoureux et changer de continent, enfin, j'envisage une issue heureuse. Mais en tout cas, comme on ne choisit pas la date, l'idée c'était de ne pas laisser les camarades dans un truc compliqué. Parce que quand ça change, il faut changer radicalement, et 2, c'est mieux d'avoir expérimenté. Donc ça a 2 conséquences aujourd'hui dans la maison, c'est que effectivement les camarades qui participent au directoire prennent de plus en plus le pas. Alors ils sont plus jeunes, de formation très différente, etc. Moi, il me reste un objectif professionnel personnel qui objectivement n'est pas le plus pénible, c'est devenir de plus en plus inutile. Et je découvre objectivement que c'est un métier sympathique. J'ai l'impression que je le fais avec une certaine facilité. Eh ben, on va rester là-dessus, mais on est content de l'avoir avec nous ce soir.